Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi difficile qu'essentiel, l'inceste. Un sujet tabou, douloureux, mais qui touche bien plus de familles qu'on ne l'imagine. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, un podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Isadora Contu, psychocriminologue spécialisée dans les violences intrafamiliales et violences sexuelles. Elle va nous aider à mieux comprendre cette réalité et à donner des clés aux parents qui, d'une manière ou d'une autre, sont confrontés à ce sujet. Un épisode nécessaire que je vous invite à écouter avec toute l'attention qu'il mérite. Bonjour Isadora. Bonjour Sarah. Je suis ravie de pouvoir faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Merci de me recevoir dans ton magnifique cabinet. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, alors moi je suis Isadora Contu, je suis psychocriminologue dans les violences intrafamiliales et les violences sexuelles. Très bien, merci. Alors afin de poser le cadre, peux-tu nous donner la définition de l'inceste et nous expliquer en quoi il diffère sur le plan psychologique d'autres formes d'agression sexuelle, s'il te plaît ? Alors l'inceste, ce sont les viols et les agressions sexuelles qui sont qualifiés d'inceste parce ils sont commis au sein de la famille, pour résumer, par un ascendant, par un frère, un père, une mère, une sœur, et tous les conjoints ou concubins, en tout cas de l'ascendant ou du frère et de la sœur. Voilà. Et donc c'est vraiment ce qui va définir en fait le fait que ça soit incestueux, c'est que ça se produit au sein de la famille et avec un membre de sa famille. Très bien. Y a-t-il des facteurs du coup de risque ou des situations particulières qui facilitent ce genre de violence ? Ça touche tous les milieux sociaux. Après, il y a plusieurs facteurs criminogènes et des facteurs victimogènes. Ça va être une famille qui peut avoir un fort sentiment d'abandon et un sentiment de perte. Ça va être plutôt aussi sur des familles où les limites sont pas posées ou très peu, le respect de l'autre n'est pas établi, le respect du corps, le respect de ses parties intimes, de son intimité. Voilà, c'est des facteurs qui peuvent être pris en compte. D'accord. Donc du coup, pour clarifier, comment définirais-tu la notion de partie intime dans ce contexte et comment le consentement joue-t-il un rôle dans la frontière entre l'exploration sexuelle et l'agression ? Alors les parties intimes, même au niveau de la loi en tout cas, elles sont pour les femmes, pour les filles, elles peuvent être les seins, le sexe, les fesses, l'entrejambe aussi peut être considéré comme une partie intime. Pour l'homme également, donc le sexe et les fesses et l'entrejambe. Aujourd'hui, en tout cas dans les sensibilisations que je fais, j'indique aussi que la bouche peut être une partie intime parce qu'on voit souvent des parents qui vont faire des bisous sur la bouche de leur enfant et moi en tout cas avec mes collègues avec qui je fais ces sensibilisations, on prend le parti en tout cas de dire que même un bisou sur la bouche sur un enfant peut être, et je mets des guillemets, peut être en tout cas considéré comme incestueux, parce que ça va apprendre à l'enfant que tout adulte peut embrasser sur la bouche. Il peut être embrassé sur la bouche, donc il peut laisser faire aussi, en fait. D'accord. J'ai envie de dire qu'il faut pouvoir, dès tout petit, parce qu'on le constate aujourd'hui, il y a de plus en plus de violences sexuelles entre petits. Il y a de plus en plus de viols qui peuvent arriver à la grande section de maternelle, par exemple. Ok. Et là, et du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait ? C'est vrai que donc je me dis, il faudrait pouvoir, en tout cas dès le plus jeune âge, apprendre aux enfants à respecter, à savoir ce que c'est leur partie intime, à leur faire comprendre aussi que personne n'a le droit de toucher ou ils n'ont pas le droit de toucher les parties intimes de l'autre, et de pouvoir leur expliquer qu'ils ont le droit de dire non et qu'ils peuvent dire non, et c'est pas parce qu'ils disent non que ils vont être rejetés ou pas aimés. Ça va être surtout pour de la violence entre mineurs. Pour ce qui est de l'inceste, c'est vraiment l'adulte va avoir un certain pouvoir de domination, et donc en fait l'enfant va se retrouver un peu en conflit de loyauté entre l'amour qu'il peut avoir
pour son parent ou son frère ou son oncle, et le fait qu'il subisse ça et qui est interdit, heu, pour certains enfants, ça peut être normal. Mmh. En fait, ça peut être une démonstration de l'amour qu'un adulte peut avoir pour un enfant et donc les sensibilisations servent aussi à pouvoir faire comprendre aux enfants que c'est pas normal, qu'on n'a pas à utiliser un pouvoir, sexuel sur l'enfant, qu'on n'a pas, c'est une sorte d'emprise, en fait, que l'agresseur va avoir sur l'enfant. On sait qu'aujourd'hui, on va dire, les enfants la moyenne d'âge, en tout cas, de l'inceste, c'est de 7-8 ans. Mmh. Heu et pour une majorité des filles, ça a été effectué avant l'âge de 5 ans. OK. Heu, donc on se rend l'enfant, il peut pas consentir et on parle même pas de consentement pour, Mmh. à cet âge-là, parce qu'en fait, il devient en tout cas l'enfant devient l'objet pour lui destructeur de la famille, s'il parle aussi. Ouais. Merci du coup pour cette clarification. Alors tu en as parlé un petit peu tout à l'heure rapidement, mais est-ce qu'il existe un profil psychologique particulier, que ce soit du côté de l'auteur ou de la victime, dans le cadre de l'inceste? Alors, il y a pas un profil type, d'agresseur, sexuel, mais il y a une stratégie d'agresseur, OK. heu, qui va être empreinte d'emprise, de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, il va aussi valoriser l'enfant. Il va pouvoir en tout cas, heu se rendre l'enfant dépendant, de lui, exercer un certain contrôle sur lui, lui demander de se taire par la menace ou le chantage, va activer chez lui, en tout cas, ce conflit-là qu'il peut y avoir. Par exemple, j'imagine un oncle qui abuse de sa nièce, qui va la menacer en disant: «Si tu parles, ça détruira ta famille. Si tu parles, tu feras du mal à ta mère. Si tu» voilà, c'est Mmh. des choses comme ça. Ouais, du coup, plutôt une pression psychologique, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je parlais d'emprise, tout Mmh. à l'heure. C'est vraiment ce terme-là qui caractérise vraiment l'agresseur sexuel, l'agresseur, incestueux. D'accord. Du coup, vu que, on en parle aussi, alors c'est vrai que notre sujet, c'est plutôt, l'inceste, mais, au niveau des violences sexuelles, du coup, par rapport au profil que tu viens de donner, est-ce qu'il y a un profil, du coup, pour, un agresseur, de violences sexuelles qui n'est pas, du coup, incestueux? Alors l'agresseur sexuel non incestueux va quand même exercer un certain pouvoir. Heu, c'est la majorité des gens, que ce soit dans le cadre d'inceste ou de violences sexuelles hors inceste, l'agresseur c'est quelqu'un qui va avoir une estime de lui-même très basse. Ça va être quelqu'un qui va avoir des distorsions cognitives qui vont l'amener à banaliser, l'acte qu'il va mettre en place, ou qu'il met en place en tout cas. Ça va être quelqu'un qui va être, peut-être en difficulté en difficulté avec la relation aux autres. OK. Ça peut être quelqu'un heu, ou qui à l'inverse se sent dans l'inceste, on voit plus ça, c'est des gens qui sont beaucoup aimés par l'entourage OK. et qui du coup, Oui, il passe un peu à sous qui les on fait radars, quoi. confiance en fait, Mmh. voilà. OK. Alors, on est sur un podcast, qui parle d'adolescence. Donc lors des premières expériences sexuelles, est-il possible que l'ado face à des flashbacks ou à des réminiscences liées à des traumatismes passés comme un inceste vécu dans l'enfance? Alors, ce qui est compliqué en fait avec, l'inceste, c'est que, dans la majorité des cas, il s'arrête que quand il y a un signalement. Il s'arrête quand par exemple, si c'est l'inceste du père, quand la mère, va signaler, ou quand l'enfant parle, ou quand voilà, ça c'est ça qui est compliqué, donc c'est pour ça que ça peut durer des années. Heu et quand ça se produit, quand ça se produit dans l'enfance, donc tout à l'heure je disais, que la moyenne médiane en tout cas était, de 7-8 ans, et que ça se passe un peu avant, ou même des fois dès les premières semaines et les premiers mois de naissance, et qui s'arrête, pour diverses raisons hors signalement par exemple, heu, il peut en tout cas l'enfant en tout cas pour se protéger va se dissocier et va, et va
et va, on va dire, faire un petit blackout ou en tout cas, va se protéger, je vais dire ça comme ça. Et donc peut revenir, au moment des premières relations amoureuses, des reviviscences, du trauma ou en tout cas, il peut y avoir aussi des comportements, qui peuvent être, hem, ça peut pas faire partie des signaux d'alerte en fait d'enfants qui ont subi des violences sexuelles. Il peut y avoir par exemple heu, des comportements, très sexualisés, des exhibitions. Il peut y avoir un langage, assez, sexualisé. Il peut y avoir une le fait de mal se tenir, ben, d'être la position assise est compliquée, enfin, où on peut ça fait mal ou enfin des choses comme ça. Ça peut démontrer en tout cas il peut y avoir ou y avoir eu des violences, sexuelles à l'adolescence. Il peut y avoir des mises en danger en fait, de l'ado ou de l'adolescente, qui peut exprimer en fait une violence, subie. Lors des premières relations, il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, effectivement des reviviscences, du trauma et c'est donc là, les ados peuvent aussi enfin, peuvent parler en tout cas et nous, on est en train dans les assos dans lesquels je suis, de faire pas mal de sensibilisation pour que les ados verbalisent, ce qu'ils ont pu subir, même si ça date de leur plus tendre enfance, donc je pense que en tout cas là le rôle de l'adulte, quand, l'enfant parle, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, est primordial. Mmh. Très bien. Alors justement, tu as parlé, de signaux. Donc quels sont, selon toi, les signaux ou comportements qui pourraient indiquer qu'un adolescent est victime de violences sexuelles? Alors les signaux à l'adolescence, vont être par exemple, une chute des résultats scolaires, Mmh. des comportements agressifs ou des comportements sexualisés ou un langage, sexualisé. Ça peut être aussi, voilà une chute dans les résultats, un apprentissage compliqué. Ça peut être, un certain isolement, ça peut être, du mutisme, ça peut être de l'automutilation, ça peut être voilà, il y a plein alors il y a une liste en fait de signaux d'alerte, heu, Qu'on peut retrouver quelque part? oui, sur le site de Action Enfance, D'accord. qui en tout cas, ont Ouais, c établi tout un et ils parlent aussi une tout un liste? listing voilà des signaux d'alerte sur les violences sexuelles, sur les négligences lourdes, sur les violences physiques ou les violences psy. OK. Voilà. Mais après, pris individuellement, voilà, c'est pas parce qu'un enfant a par exemple des maux de ventre, qu'il est victime de violences sexuelles. S'il a des maux de ventre répétés et que même avec, des consultations ça il y a rien qui fait, on peut se poser la question, en fait. C'est vraiment une alerte à avoir en tant qu'adulte, Mmh. sur ces signaux-là de maux de ventre ou même de démangeaisons, de mycoses ou des choses comme ça sur l'adolescente et l'adolescent d'ailleurs aussi, Mmh. qui doivent alerter, voilà. D'accord. Oui, parce qu'il y a aussi des signaux qui peuvent être proches, aussi du harcèlement scolaire. Complètement. Donc Dans c'est dans pas tous évident. les dans tous les cas, dès qu'on estime qu'il y a un changement de comportement ou que, l'enfant j'ai envie de dire qu'il faut essayer de se faire confiance aussi en tant qu'adulte, et dès qu'on perçoit quelque chose, c'est de pouvoir le questionner en fait, voilà, de Mmh. poser la question et d'être en capacité de réagir selon la réponse donnée, D'accord. surtout. Du coup, ça pourrait être intéressant que je mette ce lien, dans la description de l'épisode pour, justement que ça soit plus facile, pour tout le monde de retrouver cette liste, du coup de signaux. Oui, 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 après j'ai aussi d'autres ressources, Donc tu vas pouvoir nous ouais. en parler. Super. Alors, comment aborder en tant que parent les premiers rapprochements sexuels avec un ado, surtout lorsqu'on ressent soi-même beaucoup de stress face à ces questions? Je pense que c'est important d'en parler, de se montrer assez libre, là-dessus, parce que l'enfant va sentir si jamais c'est trop contrôlé, l'ado va sentir si on n'est pas à l'aise avec ces sujets-là. Donc il va aller, instinctivement aller sur internet, ou en parler aux copains, mais ils vont en tout cas, aujourd'hui ils sont tellement confrontés à la pornographie, que
qu'il faut leur apprendre en tout cas c'est pas ça la sexualité, c'est pas ça le rapport entre une femme et un homme, et de pouvoir leur permettre de poser leurs questions et d'y répondre avec toute la bienveillance possible. Mmh. Est-ce que vraiment, si on se sent pas à l'aise avec ces sujets, donc forcément l'ado va le ressentir comme tu viens de le dire, est-ce qu'il y a d'autres, solutions, que de se dire qu'on va être la seule personne à pouvoir l'aider ou laisser, libre cours à internet pour, Ah l'informer? oui, merci de poser la question. Effectivement, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à répondre à une question avec nos enfants qu'on n'est pas de bons parents ou que du coup on doit lâcher et on doit laisser faire. Au contraire, c'est d'essayer de se dire: «OK, ça je suis pas en capacité de répondre et c'est OK». C'est juste, je vais juste devoir l'orienter en fait sur, Mmh. quelqu'un qui peut être en capacité de. Donc ça peut être, aujourd'hui il y a tout ce qui est planning familial, il y a, l'infirmière du lycée ou du collège. Il peut y avoir, voilà des adultes en tout cas qui peuvent être ressources, et qui sont là justement pour parler de tout ça. Mmh. Parce que le parent a le droit à un moment donné de se dire: «Bah, là je peux pas, voilà, je préfère ne pas parler de ça avec mon ado parce que je suis pas à l'aise, que de parler de ça et maladroitement quoi». Voilà. Mmh. Oui, après il y a aussi plusieurs, ouvrages qui peuvent être intéressants de leur donner. Si jamais on se sent pas, justement d'avoir cette discussion, mais bon, peut-être des ouvrages qu'on a déjà lus avant, histoire d'être sûr de ce qu'il y a dedans, mais au moins de pouvoir leur donner et de se dire qu'au moins ils ont cette ressource-là sous la main, quoi. Oui, moi j'ai là dans mon cabinet, j'ai un livret, qui a été établi, par le collectif féministe contre le viol, qui est top pour expliquer en fait toutes les violences, sexuelles, pour expliquer pour expliquer la stratégie de l'auteur, qui explique, toute la procédure judiciaire, suite, à un signalement, enfin voilà, OK. des choses comme ça. Après c'est vrai qu'il y a aussi, j'ai plus le nom en tête, mais il y a des livres sur, le comment expliquer la sexualité. Voilà, moi je veux plus parler sur les violences sexuelles, mais, Mmh. il y a des bouquins qui expliquent la sexualité, pour l'ado, quoi. Mmh mh. Oui, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de consentement, de parties intimes, de le faire dans le plus tôt possible dans la famille. Est-ce que, tu pourrais nous expliquer mettre ça en place au sein de la famille, comment ça peut être, ouais, comment ça peut être instauré, en fait, au sein de la famille? Est-ce qu'il y a des astuces particulières, des choses à faire ou à ne pas faire, des choses à dire ou à ne pas dire? Pour tout ce qui est, consentement, en tout cas dans les violences sexuelles, il y a pas de consentement. L'enfant ne consentit pas, heu, aux violences Mmh. sexuelles, il subit, voilà. Heu, Après, je trouve ça intéressant et enfin, je pense qu'il est important de prendre le mot consentement au sens large, sans parler même de violence, sexuelle, en fait. Mmh. Heu, de demander à son enfant, s'il est OK, en fait, de faire telle ou telle chose, de demander à son enfant s'il est OK, si, le parent veut lui faire un câlin, enfin, voilà, rien que ça, en fait. C'est le Mmh. début, en fait, de l'apprentissage du non, de lui dire: «OK, pour moi, ça c'est juste pour moi, ça l'est pas. Est-ce que ça c'est OK pour toi? Est-ce que ça l'est pas? OK, d'accord». Et en fait, c'est et de respecter, en fait, aussi, le Ouais. fait que l'enfant ne veuille pas. Aujourd'hui, ça me donne j'ai un exemple en tête. Il y a encore beaucoup de monde qui veulent, oui, va faire un bisou à tata, va faire un bisou à papy, va faire un bisou. OK, si l'enfant veut pas, c'est OK, en fait. On va, parce que la société nous a inculqué, en fait, qu'il faut embrasser les gens, qu'il faut, Mmh. heu, il y a aujourd'hui plein de sociétés où on s'embrasse pas du tout. Ça, Ouais. c'est notre culture, mais en tout cas, il y a, voilà, c'est le fait de pas peut-être pas déjà rien que ça. Si l'enfant on peut checker à la place, on peut, Mmh. faire un coucou ou un au revoir, avec la main. Il y a plein d'autres manières de montrer une certaine affection qu'on peut avoir à l'autre, sans forcément être dans le contact physique et même si
voilà, si enfin, faut accepter le non, en fait, que Ouais. l'enfant peut verbaliser. Je sais Ouais, pas trop parce si ça que si, dépend. parce que souvent les parents peuvent, dire à l'enfant: «Bah, fais quand même un bisou à mamie», parce que en fait, c'est pour pas blesser, en fait, les grands-parents, en se disant: «Bah oui, ils sont tristes parce qu'ils voulaient un câlin et l'enfant veut pas lui faire un câlin», et voilà, et souvent, bah, les parents vont dire: «Bon, fais quand même un bisou à mamie parce que sinon elle va être triste, quoi». Mmh. Oui, oui, bah, oui, oui, c'est complètement. Alors, au terme des violences sexuelles, incestueuses, heu, c'est ce qu'on c'est ce qu'on va appeler du chantage. Mais c'est ce que l'agresseur peut mettre en place contre la victime. Là, je dis pas que de demander, Ouais. de faire un bisou à mamie, mais en tout cas, ça entretient quelque chose qui est de l'ordre de on est obligé de Mmh. pour faire plaisir, en fait, Ouais. et c'est ça qu'il faut réapprendre, je pense, aux enfants. On n'est rien obligé de faire. Mmh. OK. Alors j'arrive sur des questions où ça peut être un peu, mélangé, mais je vais la faire, dans le désordre. Donc pour un parent qui peut-être a lui-même été victime d'inceste ou d'agression sexuelle, comment il peut arriver à, accompagner son ado dans ses premières expériences, et sans avoir peur forcément que ça lui arrive? Mais c'est aussi de se dire, est-ce qu'on peut s'en sortir et guérir et se reconstruire après avoir vécu ce traumatisme-là? Parce que du coup, si le parent a vécu ça, est-ce que du coup il a fait ce travail sur lui et est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Hem Et du coup, il stresse forcément pour son enfant parce qu'il a peur peut-être qu'il le vive la même chose, et et en même temps, est-ce que c'est une bonne idée de lui parler de ce qu'il a vécu à son ado pour lui expliquer que c'est peut-être pour ces raisons-là qu'il stresse? Voilà, donc c'est pas mal de questions, mais en même temps, je te les pose toutes en même temps pour que Oui, tu oui. fasses un Oui, peu oui, ton ta petite OK. popote, quoi. Donc pour un adulte devenu parent qui a subi de l'inceste, il peut y avoir plusieurs, réactions en fait, selon d'ailleurs où il en est lui-même dans son travail sur lui, sur, cette reconstruction. Heu, on s'en sort, je pense, guéri, je dirais pas guéri, mais en tout cas on s'en sort, on se reconstruit en fait. Parce que en tout cas, les violences sexuelles, viennent attaquer une estime de nous-mêmes, viennent attaquer, en tout cas, une part de soi qui n'existe quasi plus, et donc on est vraiment dans une j'aime bien ce terme de reconstruction, et Boris Cyrulnik dirait de résilience, parce qu'en fait, il faut pouvoir en tout cas, pour ne plus subir, pour ne plus, être, on va dire, être dans une symptomatologie du stress post-traumatique, il faut pouvoir, le soigner. Mmh. Heu, donc en fonction de là où on en est, on va pas réagir de la même façon face à son ado, heu, qui rentre dans ce dans ce champ-là des relations sexuelles et d'une victimisation potentielle. Hem, je pense que, si on sent qu'on se laisse déborder, en fait, par notre angoisse, parce que c'est ça aussi, hein, en tant que parent, quand on a subi des choses, on va angoisser. On peut angoisser au moment où l'âge, de l'adolescence arrive, surtout si on a vécu, de l'inceste à l'adolescence. Et en réalité, on peut vouloir tout contrôler chez l'ado. Ses relations avec, ses amis, le fait, qu'il aille dormir, chez tel ou tel ami. Enfin voilà, il y a des choses qui vont venir nous bousculer. Si on n'est pas au clair avec tout ça, effectivement, ça peut nous déborder. Donc on va être dans la maîtrise plus avec l'ado, dans du contrôle, et puis ça va pas, et c'est à ce moment-là qu'il faut, je pense, pouvoir alors soit être accompagné par quelqu'un pour verbaliser ça avec son enfant, heu, parce que l'enfant il comprend pas. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis, Sous cloche un sous peu. cloche, voilà, Ouais. alors que je vais bien, alors que voilà, et du coup, c'est vrai que de pouvoir en parler permet de mettre des mots. Si l'enfant aussi a subi des violences sexuelles, c'est bien aussi d'en parler, en fait.
je pense, avec son enfant. Bien sûr, sans rentrer dans les détails. Euh, euh, et peut-être aussi être accompagné. Alors, je suis formée à la systémie, donc je vais encourager les thérapies familiales. Parce que je vais pas parler de répétition de schéma, mais c'est vrai que, en tout cas, dans une famille où il y a eu de l'inceste, euh, on, si on va pouvoir aller voir que les faits incestueux ne sont pas que à cette génération-là. C'est souvent, alors pas de génération en génération, mais en tout cas, il y a un climat incestuel qui peut être transgénérationnel, en fait. Heu, donc je trouve ça bien de pouvoir mettre des mots là-dessus, avec son ado, surtout si lui a subi aussi, en fait, ou si on est dans l'hyper-contrôle. Mmh. Parce que ça permet d'expliquer et ça permet aussi d'expliquer d'expliquer notre peur à l'ado, heu et ça va peut-être aussi apaiser notre contrôle qu'on Ouais. peut avoir sur Ouais, l'ado. ouais. C'est surtout ça, en fait. OK. Donc finalement, ce que tu expliques, c'est que donc on peut se reconstruire. Donc on guérit pas vraiment, mais en tout cas, on se reconstruit. Si jamais effectivement, sur notre chemin, on n'a pas, totalement fini la reconstruction, on va dire, et que l'ado, arrive dans cette période et que ça gratte trop avec ce qu'on a vécu, c'est peut-être le moment, d'aller, chercher une personne tiers, en tout cas pour nous accompagner sur ce chemin-là, pour éviter peut-être que le trauma revienne trop pour la personne qui l'a déjà vécu et empiète du coup sur la relation qu'elle peut avoir avec son ado. Mmh. Et en étant accompagné, arriver à vivre cette période le mieux possible pour tout le monde. Ouais, totalement. OK, tu nous en as parlé, déjà un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu as des ressources à nous partager, que ce soit pour les parents ou les victimes, que ce soit sur de l'inceste ou des violences sexuelles? Oui, alors moi j'utilise beaucoup, un petit livret qui a été effectué par, le collectif, féministe, contre le viol, qui explique tous les droits, en fait, des OK. enfants, sur les violences sexuelles, ce que c'est les violences sexuelles, les violences, liées à l'inceste et aussi tout ce qui arrive, sur la procédure judiciaire par la suite, après un signalement. Il y a aussi, le site de la Civise, que je conseille, même pour les professionnels, où il y a le livret qui s'appelle le livret Mélissa qui va expliquer, tout ce qu'on a pu aborder, aujourd'hui. Il y a aussi, la MIPROF, MIPROF, qui est, un site, pour les pros qui peut former avec, des petites vidéos aussi explicatives. Hem Sur votre département, il y a forcément, des associations aussi qui peuvent, vous renseigner. En tout cas, sur la Charente-Maritime, aujourd'hui, moi je fais partie d'une asso qui s'appelle AVIF 17, qui est l'association de victimes de violences intrafamiliales 17, qui peut, vous conseiller. Vous pouvez les rencontrer et elles peuvent vous conseiller, vous réorienter. Et il y a aussi, les maltraitances, moi j'en parle, qui est une association plutôt nationale et sur le département, on est 2 référentes départementales et on sensibilise, du CP à la 5e, les élèves et les profs, sur le territoire. Donc voilà. Très bien. J'ai rencontré, 2-3 bénévoles, du coup, qui travaillent pour la dernière Ah association qui a excellent, été, OK. citée. Est-ce qu'il y a aussi des numéros, du coup, que tu pourrais nous rappeler? Oui, totalement. Le numéro à savoir pour ce qui est de l'enfance en danger, c'est le 119. Que ça soit les ados, les enfants, les pros, les parents, heu, il est pour tout le monde. Son but en tout cas, c'est de faire de la préve, de la protection et de la transmission, de la réorientation. Il peut vous réorienter, il peut, voilà, faire aussi un signalement vous pouvez aussi appeler le 119 pour signaler anonymement une situation de danger. Et il y a aussi le 3919 qui est plutôt pour les violences, conjugales. Très bien. Et pour Mmh. conclure, Mmh. as-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, j'aurais envie de dire déjà, ce que pouvait dire, le juge, Édouard Durand, qui est très célèbre, qui était le coprésident de la Civise, au moment où ça a été mis en place, qui pouvait dire, «On te croit». Voilà. C'est de pouvoir en tout cas, protéger et croire la parole de l'enfant. Rares sont les enfants qui mentent sur ce sujet-là. Heu et heu et le dernier mot de la fin, ça serait s'il y a un doute, il y a pas de doute. Voilà.
Quand il y a un doute, il y a pas de doute. Je pense que c'est vraiment intéressant de garder ça en mémoire parce que ce doute-là, il doit pas profiter à l'auteur, mais il doit profiter à la victime, en fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.